bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Nous allons évoquer ce soir l'histoire d'une gloire de l'équipe du Front de Libération Nationale. Il s'agit de l'histoire du Moudjahid également, M. Mohamed Maouch, et à travers son histoire, nous allons revenir justement sur le parcours de cette glorieuse équipe du Front de Libération Nationale entre 1958 et 1962. Justement, en 1958, avec la naissance du Front de Libération Nationale, de nouvelles perspectives s'ouvrent non seulement pour le football, mais surtout pour tout le peuple algérien qui luttait à l'époque pour son indépendance. Monsieur Mohamed Maouch, bonsoir et bienvenue dans les dossiers. Merci beaucoup pour l'invitation. La mémoire. Mais je voudrais juste dire un mot. Oui. En remerciant d'abord Monsieur le Président de la République, Siad Najid Tebboune, pour tout ce qu'il a fait pour moi, sans compter le ministre de la Santé, le ministre de la Jeunesse et des Sports et tous ceux qui sont occupés de moi après mon accident. Voilà, je les remercie infiniment parce que je n'ai pas eu l'occasion de les remercier directement. Voilà. Voilà. Avant, je pense, de commencer à aborder cette histoire de la glorieuse équipe du FLN, j'aimerais d'abord revenir sur votre parcours personnel. Un parcours que vous avez entamé dans le milieu sportif, notamment à Alger. Faire du sport dans un contexte colonial, est-ce que c'était une chose facile pour un Algérien? À l'époque, c'était pas si facile que ça, mais n'empêche que pour beaucoup, c'était facile parce qu'on avait d'abord les qualités, donc non pas seulement techniques, mais morales aussi, parce qu'on était à l'école, on était supérieur aux autres à l'école. Moi, j'ai jamais été deuxième à l'école, j'ai toujours été premier. Bon, avec les Français, avec les Algériens. Mais enfin, pour le football, comment qu'on a commencé, comme tous les enfants algériens. Un Flahoma avec une ballon chiffon, avec tout ce qu'on pouvait faire comme inventer quoi. Et là, bon, pour abréger, un jour, on fait un match quartier, donc c'était le quartier de Tana, la Vigerie, avec Defnoun et bon, on était quand même quartier chinois. Un match, on était gosses, on avait 13 ans. Et un gars passe avec une voiture décapotable, il s'arrête, il avait vu un match, bon. Et il nous a vu jouer. Et à la fin parce que ça dure à peu près 2 heures, ces matchs-là, c'est 6 la mi-temps, 12 la finale. Alors, au rond-point de Saint-Eugène, au rond-point de l'église, c'est du goudron. C'est pas. Bon, ce monsieur, après le match, il vient, il nous appelle, il nous dit voilà, Defnoun et puis moi, il vient directement, il nous dit je voudrais, voilà, bonjour, je suis un dirigeant de la SSE et j'aimerais vous voir jouer chez nous. Donc je vous attends jeudi à 2 heures au stade de Saint-Eugène. Et c'est comme ça qu'on est allés tous les deux, Defnoun et moi-même, pour ce petit match. Bon, voir un peu comment ils allaient nous recruter, quoi. Bon, on l'a fait avec les gars, les pieds noirs, etc. de l'époque. C'était très très bien. C'était en quelle année exactement, monsieur Maouch? Hein? Quelle année? Là, c'était en 1950. 1950, exactement. Donc, bon, 13 ans, 14 ans, bon. Ben, puis on fait un petit match d'entraînement avec beaucoup de jeunes. Le ballon, quand on a vu déjà le ballon, pour nous, c'était quelque chose. Et puis bon, à la fin du match, j'abrège un petit peu parce que c'est long. Bon, on termine, etc. Il nous dit, bon, vous passez, vous allez vous doucher, etc. On n'avait ni serviette ni rien du tout. On nous prête une serviette, etc. Bref, les dirigeants, très très bien. Et bon, on nous dit, voilà, il y avait Paul Baron. Et Paul Baron, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était l'entraîneur de l'équipe de France et entraîneur du Racing Club de Paris, qui était entraîneur de la SSE. Oui, oui. Donc la SSE l'ont fait venir. C'est une sommité à l'époque. C'est vraiment une sommité jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Baron, c'est Baron. Bon, bref, nom, prénom, date de naissance, etc. Le secrétaire, il est là. Il me dit, bon, demain, il faut passer chez M. Del Piazzo, le docteur du club, etc. Je me souviens de son nom, à Saint-Eugène. Machin, et puis bon, on termine, et puis, vous allez rire, il nous dit, bon, vous allez passer chez le magasinier, prendre une paire de chaussures chacun, on nous donne une paire de chaussures Angaria Boudur. À l'époque, c'était quelque chose. Pour un Algérien. Pour un Algérien, moi, pour moi, c'était quelque chose de...
d'exceptionnel. Bon, on prend cette boîte, bon, il nous dit, bon, alors, vous allez venir tous les jeudis, parce que on était à l'école, donc tous les jeudis, il fallait s'entraîner avec les jeunes, etc. C'est comme ça que on a été, bon, mais bon, je reviens à la boîte, j'arrive à la maison, etc. Ma mère, moi, bon, de pas décédé, etc. Et une paire de chaussures Hungaria. Eh bien, j'ai dormi avec. رقدت بيهم ماشي ces chaussures pour moi c'était quelque chose de... Et puis c'est comme ça qu'on a compris, j'ai commencé à jouer en minime, j'étais titulaire donc minime, cadet, bon j'ai gagné le concours du jeune footballeur ici à Alger, j'ai terminé quand même 4e au concours national à Paris en 53. Donc c'est comme ça que j'ai été contacté par la suite par Nice, par pas mal de clubs, etc. Bon, Nice, ils ont essayé de m'enrôler chez eux, mais ils n'avaient pas le droit parce qu'ils me faire signer un contrat de non-sollicitation. Et les dirigeants de la SSE les ont attaqués en justice. Donc on a gagné. Puis à l'époque, je sais bien, la SSE a gagné donc le procès parce qu'ils ont attaqué Nice en justice. Et qui c'est qui avait donc comme entraîneur, c'est un entraîneur que j'avais aussi, après minime, c'était Charlie Cross, qui était entraîneur de l'OGC Nice. C'est lui qui m'a contacté pour pouvoir venir en 53. Donc voilà un petit peu l'histoire, comment qu'on a débuté avec De Fenoun et bien d'autres. Hein. Alors en 53, vous êtes pratiquement professionnel maintenant. Non, par la suite, non, j'ai commencé à jouer ici à la SSE, j'ai été titulaire bien sûr en équipe première à partir de 17 ans. Oui. On avait une très belle équipe et puis un jour, il y a un match qui se fait donc à SSE Boufarik, à Saint-Eugène. Et il y avait les dirigeants de Reims, il y avait donc le président Germain, Batteux l'entraîneur, et le Père Charles, le secrétaire général, qui était dans les tribunes. Bon, parce que Reims devait jouer contre le Gallia, un match amical. Bon. Et ce jour-là, c'est dommage, vous savez, j'ai encore l'article contre Boufarik, j'étais meilleur des 22. Donc c'est vrai, j'ai fait un très grand match, j'avais 19 ans, tout juste, quoi. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait les dirigeants du stade de Reims. Puis à la fin, bon, on rentre au vestiaire, on se douche, etc. Et il y a le président Sora et Féménia qui me disent, voilà, on m'appelait Moumouche, il y a des dirigeants de Reims qui veulent te boire. Et on me présente Albert Batteux, pour moi c'est un sommité, un Germain, Père Charles. Ah oui, voilà, est-ce que ça vous intéresse de venir voir, de faire un essai à Reims? Ah, j'ai dit, il faut voir avec les dirigeants. Les dirigeants de la SSE étaient d'accord, au contraire, ça, hein, aller jouer à Reims, finaliste Coupe d'Europe, etc., avec Copa et compagnie, à Hidalgo, enfin la grande équipe du Stade de Reims, qui était championne de France, finaliste Coupe d'Europe, etc., contre le Real de Madrid. Donc voilà comment puis moi je vais avec eux, je retourne avec eux pour 2 jours, pratiquement pour 2 jours, je vois la maman de l'Arhama, et je dis voilà maman, bon, mais je suis resté 2 ans et demi après pour rentrer sur Alger. Alors vous allez partir en 53. Ouais. Moi en 53 j'ai le concours du jeune footballeur à Paris. À Paris. Voilà, où j'ai fait 4e avec tous les grands, les grands Français de l'époque. Vous allez partir, et entre autres, en 1954, en novembre, il y a eu le déclenchement de la guerre de libération nationale. En effet. Donc là, vous faites partie de ces jours qui ont été très, donc, qui avaient des relations très étroites avec donc, le NEVAM à l'époque, c'est-à-dire l'organisation. Oui, NEVAM, bien sûr, parce que là, bon, moi je fréquentais celui qui est devenu mon beau-frère par la suite, Hamned, condamné à mort, etc. par la suite. Qui était Abdelrahman Hamned, c'est ça. Abdelrahman Hamned, voilà. Absolument, condamné à mort d'ailleurs. Il a échappé grâce à Monseigneur Duval. Il a fait gracier, quoi. Sinon, mais bon, avec lui, je travaillais, il me faisait travailler sans le savoir. C'était ça le FLN. Le FLN, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans le monde entier, c'est reconnu. Moi, je ne savais pas du tout, j'étais donc décontracté. Et lui qui était déjà dans le milieu, puisqu'il était serrurier, et c'est de chez lui que partaient les carcasses de bombes. Et avec son oncle, Wasmo RBA, un grand militant aussi. Et c'est lui qui avait l'atelier, donc les rouleaux donc, où tournaient
les rideaux. Oui. C'est avec ça que les bombes, c'était très facile, c'est petit, on peut mettre ça dans un sac, etc. Donc voilà. Alors, racontez-moi il y a cette anecdote où il vous a envoyé en mission sans le savoir. Donc. Oui, sans le savoir, un matin j'arrive, comme tous les matins j'allais le voir à l'atelier parce qu'on était il parlait très peu l'arabe, yeux bleus, machin, enfin, il faisait pas du tout algérien, quoi, enfin, pas basané, comme on dit, bon. Et puis il me dit ça va, j'ai dit oui ça va, il me dit t'as rien à faire, j'ai dit non, il me dit voilà tu vois il ne pouvait pas dire place de l'Aude, et il me dit place du cheval. Il parlait très peu l'arabe. Elle me dit, tu vas à Place du Cheval, il y a quelqu'un qui va te donner une boîte de gâteaux. Je lui dis, ok, je prends ma Vespa, et puis j'arrive à Place de la Haute, comme on dit. Hein. Je vois un gars là aller venir, je m'arrête, il vient vers moi en vitesse, il me donne la boîte et il disparaît. Je n'ai même pas vu son visage. Alors j'attache et je retourne à Saint-Eugène pour ramener la boîte de gâteaux. J'arrive à Pélissier, il y a toujours, caserne Pélissier, il y a toujours un barrage là-bas, à droite. Et ici, c'est pratiquement l'hôpital Maillot. Non, bien avant Maillot. Bien avant. C'est à l'entrée, oui. à l'entrée de Bab el-Oued, Oui. avant le Majestic. Oui. Bien avant le Majestic, il y a la caserne Pélissier à gauche. Qui est collée pratiquement. On ne peut pas échapper. Exactement. Bon, à droite, bon, papier, je donne les papiers, et le gars il me dit, oh Maouche. J'ai dit oui. Qu'est-ce qu'il y a là? J'ai dit c'est une boîte de gâteaux. Il me dit alors, c'est un supporter de la SSE. Ouais. Et il me dit alors, on jouait contre le Gallia le dimanche d'après. Il me dit alors, on gagne dimanche? J'ai dit bien sûr qu'on va gagner. Il me dit qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? J'ai dit ah, la clé à bougie et la brosse, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Il dit, bon, il faut gagner dimanche. J'ai dit, ok, bon, j'arrive à l'atelier, etc. J'arrive à l'atelier, Abdelrahman, Allah yarhamou, t'es condamné à mort. Hein. Il me dit, on t'a pas arrêté, machin. J'ai dit, si, on m'a arrêté à Bab el-Oued. J'ai dit, mais bon, je suis tombé sur un policier, un supporter de la SSE. Moi, j'ai toujours la carte de la SSE dans mes... Ouais. Je l'ai toujours, d'ailleurs. Ouais. Je l'ai toujours. Il me dit, non, ils n'ont pas... J'ai dit, non. Il me dit, écoute, tu montes ça chez toi, parce qu'on avait un grand jardin, Tahal Allah yarhamou. Tu l'enterres de Barasque. Et c'est comme ça que j'ai ramené la boîte. J'ai dit à ma mère, Allah yarhamha, tu as chauffé à dit, chauffé au Kesh Madarb, Khaznéa. En attendant. Voilà. Et c'était, après je l'ai su, c'était la machine à écrire Olivetti qui faisait des tracts en arbre. C'était la seule machine. Donc, vous voyez un petit peu le FLN, comment travailler. D'ailleurs, le chef de la zone autonome a évoqué cette... Ah oui, c'était la machine, les petites machines Olivetti. C'était très rare, d'ailleurs, l'arabe, en machine, c'était très rare. Après, donc là, c'était en 1955. Hein, 55-56. C'est juste, juste avant de partir en France. Juste avant de partir en France. Oui, donc comme j'étais vraiment comme on dit, j'étais un petit peu le chouchou et la vedette de la SSE, quoi. À l'époque, je le dis maintenant, à l'époque, j'avais quand même, en 54, j'avais une très bonne paye à la SSE. On me payait à près de 80 000 par mois. Est-ce qu'il y avait, quel type de rapport que les Algériens, c'est-à-dire qui jouaient dans les clubs à l'époque, quel type de rapport entretenaient-ils entre eux donc, avec les pieds noirs, avec les Algériens. Avec les Algériens, non, les Algériens. Oui. Bon, maintenant, la SSE, nous, j'étais pas le seul à la SSE. Il y avait Boubacar qui était avec moi, il y avait Ali Berrah, il y avait Karim Salem, il y avait Mahidine Aouaj. Donc tout ça, c'était des Algériens. Il y avait surtout Ali Berrah, une sommité, vraiment, une intelligence supérieur, c'était lui le meneur d'ailleurs, c'est machin. Bon, après, on avait des relations extraordinaires, non seulement, voilà, quand on jouait par exemple contre le Mouloudia. Contre le Mouloudia, c'est spécial. La tribune populaire, il n'y avait jamais des mots déplacés. Hein. Mais à la fin, ils nous attendaient à la sortie, hein, pour discuter, pour rigoler, pour plaisanter, mais jamais de mots vraiment ou des jeux de pierre. Non, jamais. Jamais. C'était
c'était correct, quoi. Mais on jouait, ils savaient très bien que si on était à la SSE, c'est le quartier, c'est aussi une question de finances. Le Mouloudia ne pouvait pas nous payer comme nous payait, par exemple. Bon, la SSE, je reviens en vitesse. Oui. 1951, depuis sous minime, cadet junior, chaque année, on nous amène un mois en France et on changeait à chaque fois d'endroit. Donc c'est comme ça qu'on a connu toute la France, pratiquement de 1951 à 1954. Chaque année, on nous amenait sous minime, cadet et junior en France. Donc un mois de vacances. On reste toujours en Algérie. Vous savez qu'en 1956, la lutte de libération... Oui, c'était dur, c'était très dur. Ça a pris forme, les organisations politico-militaires étaient au top, etc. La révolution était mise sur rail. La révolution à l'époque était sur rail. Oui, donc avec tous les événements qu'il y a eu, qu'on a connus en Algérie, un petit peu partout à travers le territoire. En 1956, on a demandé aux Algériens de boycotter justement le championnat. Oui, le mois de mars 1956, oui. Alors que j'étais au bar des sports, c'est un bar qui est, bon, c'est des supporters de la SSE, oui. Il était 19h environ, oui. La nuit tombait déjà, et un gars arrive, et moi j'étais dehors, bon, je jouais au ping foot, mais enfin je suis sorti, comme par hasard, et il me dit, Andi Hadramak. On a fait peut-être 10 mètres, 10 mètres, pas plus. Il m'a dit, Balak wahdi yal'ab fikum ghadwa. C'était le match à SSE Mouloudia le 11 mars. Ouais. Non, c'était le 10 mars. Hein. Donc le 11 mars, c'était à SSE Mouloudia. Ah. Il me dit, donc on était nombreux à jouer. Il y avait Matiben, il y avait Yahyaoui, Zouba, Anna ou Bouchech. Ouais. Donc 5 Algériens. C'est pas rien. Ouais. Donc c'est nous qui tenons le... Bon, moi, il me dit, tu as la Vespa là? J'ai dit oui. Il me dit, chauffe sabak. Et puis, jusqu'à maintenant, je ne sais pas qui c'est. Et vous n'avez pas joué, monsieur Mandel? Non, ce jour-là, moi, je suis monté tout de suite voir Matiben à Notre-Dame d'Afrique parce qu'il était le plus loin. Ouais. Je lui ai dit, voilà, non, Allah yarhamou sa'almet, هذاك. قلت له هايليك. أنا دوك الواحد قال لي, il n'y a pas de problème. Je descends voir Bouchech. C'est le seul qui a joué d'ailleurs. Ouais. Bouchech, c'est le seul qui a joué. Je lui ai dit, voilà, Hussein, هايليك. قلت له فردوا كل واحد يصيب سبعة. Il faut trouver une excuse باش ما نلعبوش. Textuellement, Bouchech, Allah yarhamou sa'almet, bon, c'est حاجة أخرى. Et il a joué, c'est lui qui a marqué le but. Ouais. Et il y a eu des histoires terribles. Il y a eu des morts, il y a eu dans les tribunes, dehors, etc. C'était une grosse pagaille, ce match-là, après le match. Donc nous, on n'a pas joué, on est resté, il y avait Zouba, Matiben, Anna ou Yahyaoui. On s'est sauvés. Donc depuis, bon, voilà l'histoire un petit peu, voilà. Comment qu'on a arrêté, quoi. Sinon, le regard que vous portez sur... est-ce qu'il y avait... je sais que les colonialistes pratiquaient du racisme vis-à-vis des Algériens, malgré leurs prouesses, etc., n'est-ce pas? Oui, il y avait, même pas tous, hein, parce que, par exemple, si je vois les dirigeants de la SSE, hein, jusqu'à maintenant, il n'y avait aucune différence entre eux. Au contraire, ils étaient très très bien avec nous, jamais un mot déplacé, même les joueurs, que ce soit les supporters, la même chose, parce qu'ils savaient très bien que c'est nous qui tenions le club, l'équipe, etc. Quand vous avez 4, 5, 6 joueurs, algérien, donc c'était pas des moindres, avec Boubkar, Ali Berrah, Salim Karimou, Maïdine Aouaj, il y avait Reda Bachtardi, il y avait Matiben, ensuite il y avait Bouchech, tout ça, c'est nous qui tenons le club, quoi. Et puis on était très très bien considérés à l'époque. Surtout nous, à Saint-Eugène, ou là en ville, ou là, bon, ça un petit peu la SSE, quoi. Alors, maintenant, vous allez entamer une nouvelle carrière, avec le stade de Reims. Oui, en effet. Donc, le stade de Reims, quand ils sont venus, ils m'ont fait faire un essai, bien sûr. Ils m'ont pris après ce match contre Boufarik, où j'étais le meilleur des 22. Alors, il y a encore les articles, là, on veut pas. C'est pas moi qui ai dit que j'étais le meilleur des 22, c'est la presse. Bien sûr. De l'époque, oui. Bon, et puis les dirigeants de la SSE du stade de Reims qui étaient dans les tribunes, et puis ils sont venus me contacter pour faire un essai, puis revenir en Algérie tout de suite, 3 ou 4 jours après. Je suis arrivé à Reims, j'ai fait l'essai contre Duisbourg,
une bonne essai, j'ai fait un bon match, et puis d'autres matchs, etc. Des matchs amicaux, ensuite un bon déplacement en Indonésie après la finale de la Coupe d'Europe, à Reims, Real de Madrid, on est allé donc un mois en Indonésie avec le stade de Reims, on est retourné, bon j'ai commencé le début du championnat, etc. Et puis pour retourner voir mes parents, ma mère surtout, etc. Donc j'ai mis 2 ans après pour revenir sur Alger, alors que je devais passer 3 jours seulement. Entre Voilà. autres, vous allez vous marier également, donc pendant cette Non, période. entre-temps, je ne me suis pas bon. Après ma sortie de prison, Oui, après ma sortie, comme Ahmed Abdelrahman, ses parents étaient à Paris, il m'avait laissé l'adresse. Il m'avait laissé une boîte de gâteaux pour le ramener. Moi, la boîte de gâteaux, elle a disparu parce que je n'ai pas bu. Donc, j'ai été 2 ans après chez lui, à Cachan, voir donc sa famille. Il dit voilà, j'arrive, puisque. Ils m'ont dit oui, en effet, mais bon, bref. Et c'est là que j'ai connu ma femme. qui Voilà. était Donc, militante de la Fédération de France du FLN. elle était responsable, elle était secrétaire de Maître Ben Abdallah. Voilà, et elle était responsable quand même comme agent de liaison. Elle était interdite dans plusieurs départements français, elle a fait de la prison, etc. Donc actuellement, elle est âgée quand même, maintenant, elle a 85 ans. Un peu très fatiguée d'ailleurs. Bon, on s'occupe, mais c'est pas. Bon, alhamdoulilah. Donc elle a été une très grande. Même à Tunis, c'était la seule femme de tous les footballeurs avec moi-même qui étions aux frontières. On aidait les réfugiés, etc. Donc c'était une très grande militante de la cause. D'ailleurs, nous allons revenir plus tard sur son rôle dans la formation de l'équipe du De FLN. l'équipe FLN. Alors, le contexte des années 50, 56, 56, 57, 58 était tendu c'était des années difficiles pour toute l'immigration, non seulement pour en France, pour les footballeurs. Donc, bon, les footballeurs, il y avait un climat de terreur quand même. Il y avait un petit peu, oui, mais pas seulement un climat de terreur, parce que la Fédération de France, donc c'était la 7e wilaya. C'est la 7e wilaya, il ne faut pas oublier. C'est pour ça que les grands de ce monde, Diap, etc., ils vous disent, bon, la révolution algérienne est unique. Pourquoi? Parce qu'on a amené la guerre au cœur de l'ennemi, quoi. Voilà un petit peu. Donc je dis, bon, ensuite on a travaillé ensemble, etc. Et l'équipe FLN, parce qu'on doit revenir sur l'équipe FLN. Bien sûr. Comment, etc. Ça, c'est. Bon, les gens ne savent pas, il y a un gars dont on ne parle pas le jour que j'ai parlé, ça fait une boule de neige épicée, Moulay Tahar. Oui, Moulay Tahar qui était responsable de l'Union de Générale logement des étudiants musulmans algériens au niveau du 115 boulevard Saint-Michel, c'est-à-dire le restaurant universitaire. Et puis qui donnait des tickets un petit peu, même aux militants, étudiants ou pas étudiants, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de. Bon, il fallait qu'ils mangent, etc. Et c'est un gars qui est resté dans l'ombre. C'est un ami intime à Boumzarek, Allah yarhamou. Mohamed Boumzarek al-Moukharani. Mohamed Boumzarek al-Moukharani. Donc, et c'est comme ça que un jour, moi je n'étais pas avec eux, je ne peux pas le machin, mais je le suis par la suite. Et il lui dit voilà, il y a une invitation de l'URSS, à l'époque c'était l'URSS. 1957. Voilà, 57, voilà. 57, il y a une invitation pour le machin, comment qu'on appelle les Jeux universitaires mondiaux, jeunesse socialiste, etc. À l'époque, c'était comme ça qu'on appelait ça. Et dit, est-ce que tu ne peux pas, avec quelques amateurs ou là, quelques joueurs, amener une équipe avec toi? Comme Boumzarek, qui était son ami intime. Je lui ai dit, bon, puis Boumzarek a commencé à prendre des joueurs. Établir des contacts. Pas de professionnels, pas des joueurs. Non. Il y a le seul qu'on connaissait, c'était 2 joueurs. Il y avait Mkhalfa, l'Arbi Mkhalfa, qui était étudiant. Il y avait Khmissi, qui n'a pas joué, qui était responsable à l'époque. Parce que c'était le futur ministre des Affaires étrangères. Futur ministre des Affaires étrangères, Khmissi. Il y avait Talib Chaïb, il y avait Boumzarek, bien sûr, et il y avait Ferjioui. Voilà les accompagnateurs de cette délégation. Délégation qui est partie en URSS.
pour le Festival mondial de la jeunesse socialiste. Voilà. Et, bon, à l'époque, nous, on n'était pas encore, ils sont partis, on ne savait même pas, on n'a pas su. Et au retour, Boumzarg a eu l'idée de former une équipe nationale formée de professionnels. Voilà l'idée d'où est partie. Alors l'idée a germé. A germé comment? Oui. Il a d'ailleurs contacté Bentifour, le premier, parce que c'est un grand militant, qui était à Nice et qui travaillait beaucoup. Il avait un magasin qui servait de... Oui, il avait un café. Un café où... Oui. Donc, était... et puis il y avait ses amis, c'était tous des Corses. Et les Corses, il y avait le FLNC aussi. À l'époque. Oui. Donc, voilà, on était un petit peu... voilà, bon, il contacte Bentifour et puis lui dit, certainement, voilà ce qui est pas de Bentifour. Ensuite, c'est l'Aribi. Et le hasard a fait qu'on se rencontre, Boumzarg et moi-même, en 1957, le mois de décembre 57, à Paris, le café Le Départ. Voilà. C'est le départ d'ailleurs. Donc c'est à partir de là que oui. C'est à partir de là. Bon, il me dit, moi je ne savais pas. Bonjour, moi j'étais militaire, donc au bataillon de Joinville, on venait d'être champion du monde militaire, etc. Bon, le bataillon c'est connu. Ça va, le bas, alhamdoulilah. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit non, moi tous les mercredis je sors, j'ai une permission de spectacle. Il y a mangé, quartier latin, il y a toujours des trucs, soit les Jazaïr, soit des endroits terroirs, comme on dit. Bon, je me dis, est-ce que, bon, là, j'ai rendez-vous à l'Aribi au Café du Luxembourg, est-ce que tu viens avec moi? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Bon, on monte, doucement, on arrive au Café du Luxembourg, il y a l'Aribi qui nous attend, ça va, ça va bien, on s'assoit, on boit des cafés, etc. Rien. Il me dit, est-ce que... Je lui dis, oui, tous les mercredis, je sors. Il me dit, alors, tous les mercredis, à 18h, on se voit au Café du Luxembourg. Au Café du Luxembourg. Alors, est-ce qu'on ouvre une petite parenthèse, parce qu'on n'a pas beaucoup de témoignages par rapport à Mohamed Boumzarg el-Mokrani, qui a joué, c'est lui le rôle principal dans la formation de cette équipe. C'est un homme, nous savons que c'est un homme très discret, mais qui était d'un patriotisme... un patriotisme d'ailleurs, d'après le descendance. Oui. Ah oui, Al-Mokrani, bien sûr. Al-Mokrani, c'est un descendant d'Al-Mokrani, Cheikh Al-Mokrani, Allah yarhamhum. Il ne parle pas beaucoup, monsieur. Non, il ne parle pas beaucoup, il est très... Bon, c'est pas qu'il est timide, non, mais il n'aime pas. Bon, il est comme ça. Ce qu'il a fait, il l'a fait, il n'a pas fait pour... stratège. Non, il est très, très carré, et un gars d'une intelligence supérieure. Hein. Il ne paraît pas comme ça quand on le voit, on discute avec lui, mais très intelligent et très, très malin. Vraiment... Donc voilà, on se voyait tous les mercredis. Les mercredis, ces rencontres servaient à préparer le... Non, discussion, tout court. Rien, absolument rien. La première semaine, rien. La deuxième, rien. Troisième semaine, rien du tout. Il fallait maintenir un contact. Voilà, un contact pour voir un petit peu. Peut-être qu'il a posé quelques questions que je ne me souviens pas, ou là, pour me... tester, etc. Bon, il n'y a rien. Et voilà, puis un jour... il me dit, bon voilà, il y avait donc le docteur Moulay qui est arrivé. Il ne faut pas l'oublier. Parce que c'est lui, le précurseur, c'est le docteur Moulay. C'est lui qui a vu donc Boumzarg pour lui demander de former une équipe, mais c'est le précurseur. C'est lui qui a vu, bon, c'est pas l'idée de former une équipe, non. C'est Boumzarg. Mais je pense que c'est Dr Moulay Tahar d'ailleurs. Et le jour que j'ai parlé de lui, il était sur son lit, Mskin, paralysé, il était à Saïda. On m'appelle du ministère des Affaires étrangères, on me dit voilà, personne, 20 ans après, personne n'a parlé de lui. Personne n'a parlé de Moulay Tahar alors que c'était une sommité. Hein? Bon. Il était sur son lit, Mskin, paralysé, je prends un taxi, je vais à Saïda le voir. Il pleurait comme un bébé, il me dit voilà, depuis... Moi je reconnais, il était très discret. Il venait de temps en temps au café. Donc voilà, un petit peu, Boumzarg qui faisait un petit peu la liaison
entre Paris, de temps en temps, il allait voir Bentifour pour le mettre au à courant, Nice, au etc. sud, Parce donc, que Bentifour, la même chose, était un grand militant. Et voilà comment que ça, doucement, on a commencé à contacter les joueurs. Et puis, vous étiez en rapport avec les cellules de la Fédération de France? Non, absolument pas. Non. Non, non, non. Moi, je n'ai jamais eu affaire à aucun Responsable de la Fédération de la France. fédération. Ni Boudaoud, ni Adlani, je ne l'ai jamais vu d'ailleurs. Alors, Moi, où j'avais des contacts, c'était avec Ben Abdallah, avec le groupe des avocats, oui. Puisque ma femme travaillait chez Ben Abdallah, c'était sa secrétaire. Il y avait Oussedir, il y avait Vergès, il y avait Stul, Gisèle Halimi. Moi, je faisais partie de ce groupe. oui. Je travaillais avec eux, je les transportais, etc. Bon, bref, c'est toute une histoire. Voilà. Alors, quand est-ce que maintenant on vous a mis au courant donc la nécessité de quitter les clubs français? Oui, ça c'était À quel moment d'abord? C'était toute une... Bon, parce qu'on a discuté avec Boumezrek, ça s'est pas fait comme ça, hein. C'était pas facile. Donc, Boumezrek, l'Aribi, Allah yarhamoum, ils ont commencé à contacter des joueurs. Donc chacun, parce que moi j'étais militaire, donc je ne pouvais pas faire le travail. Oui, ils étaient libres. Bon, ils ont contacté quand même Bentifour, qui était avec la même chose. Il y avait bien sûr l'Aribi. Bon, ils ont commencé à contacter Bouchouk, Brahimi. Barloufi, ça a été le dernier contacté. C'est moi qui l'ai contacté en dernier. Donc, parce qu'il était avec moi au bataillon Joinville. Donc voilà un petit peu comment c'est Boumezrek, c'est lui qui faisait la liaison avec l'Aribi et Bentifour. Parce que nous, on ne pouvait pas. On était un militaire et on jouait donc le champion. Et voilà, finalement, comment... Parce que le départ, c'est-à-dire, devait se faire en décembre. Donc, le départ devait se faire le 31 décembre. Oui. Boumezrek a... Bon, puis après, Thierry, il a dit non. 31 décembre, la plupart des Algériens, bon, footballeurs, étaient mariés à des Françaises, donc c'est le jour de l'an, etc., c'est la fête. Il a dit non, on remet ça à une date ultérieure. Donc, mais sinon, normalement, le départ, c'était le 31 décembre. Le 31 décembre. 31 décembre, pendant que tout le monde fêtait Voilà, les fêtes, c'était des fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année, etc. Donc voilà un petit peu comment ça devait se terminer, quoi. Et puis, pourquoi le mois d'avril maintenant? Donc je sais que c'est pas par hasard également de choisir cette date du 13 avril. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous le dire pourquoi le 13. Oui. Le 13, c'était pourquoi? Donc, enfin, je pense maintenant, ce 13 avril, il y avait donc les matchs. Il y avait le match qui m'a goûté, comme je vous ai dit tout à l'heure, Boumezrek a vu le calendrier du championnat de France. Voilà, donc, tout est là. Tout est là, le calendrier. Attention, Boumezrek, en le voyant comme ça, mais très intelligent, très intelligent, très malin aussi, hein, parce que l'intelligence, la malice, c'est une forme d'intelligence. Hein. Il y a malin et malin, quoi. Malsain et le malin, la malice qui porte ses fruits. Donc Boumezrek, qu'est-ce qu'il fait? Il voit le du championnat du calendrier français. Et il dit, tiens, il y a Monaco qui joue contre Angers. Alors. Il y a 5 Algériens. Il y a 4 à Monaco et à Marouane, Angers. Donc pour Ventimille, ça c'était le 13 avril, hein, pour le 13 avril. Ventimille, c'est à 5 minutes. Deuxième match, c'était Saint-Étienne-Béziers. Amara qui joue à Béziers, il n'était pas au courant, il n'était pas contacté, pas du tout. Donc il y avait Marloufé, Karmali qui était présent là-bas, puisqu'il n'a pas joué, il était à Lyon, il jouait à Lyon, mais qui est venu voir parce qu'il était déjà contacté, il était au courant. Donc voilà un petit peu. Et il y avait le troisième match. Le troisième match, il y avait quand même, bon, à Saint-Étienne. Donc on a là 5 joueurs plus 3, donc on a déjà 8, les 8. Donc il y avait Boumezrek qui était à Paris, hein. Boumezrek n'était pas à Saint-Étienne. Et le troisième match, c'était Reims-Toulouse. Donc Reims-Toulouse, il y avait Brahimi Bouchouk et moi-même.
Donc plus 3, donc ça fait 11. Ouais, ça fait 11. C'est Ça le fait 11. 11 joueurs, Oui, exactement. On devait se rencontrer, donc ceux qui partaient en voiture, on devait se voir donc le lendemain à 7 h du matin au buffet de la gare première classe à Lausanne. Donc moi j'ai attendu donc Wasmo Bouchouk et Brahimi à Paris. Mais moi je ne savais pas que Mkhloufi avait été accidenté. Ouais. Et il y avait un accident, Saint-Étienne-Béziers. Et Boumzar, quand il a appris ça à la radio, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de télévision, donc il a pris un train, il est allé directement le plus vite possible voir, parce qu'il avait peur, c'est lui l'organisateur. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? Bon, il est arrivé à Saint-Étienne, sachant que Mkhloufi était à l'hôpital, etc., Kermalik était présent, Haribé qui était présent aussi. Donc moi je prends le train normalement, parce qu'on avait rendez-vous donc à Paris. À quelle heure? À 21 h Oui. à Paris. Donc le train était à 22h05. Oui. Et qui faisait Paris-Lausanne. Paris-Lausanne. Donc moi j'attends avec ma valise. D'ailleurs, le train arrive, je monte, je me rends dans. Il ne fallait pas se mettre dans le même wagon, dans le même compartiment. Parce que voilà, il y avait la consigne, c'est-à-dire venir donc prendre le même train, mais séparément. Séparément. Voilà. Il fallait, même si on se rencontre face à face, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Séparément. Voilà.
Fallait, même si on se rencontre face à face, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Donc, bon, voilà un petit peu comment c'était l'organisation. Moi, je monte dans ce train, puis bon, je dis peut-être qu'ils sont... Bon, j'ai vu ni Bouchouk, ni Brahimi. Bon, ben, mais je prends le train, j'arrive à Lausanne. Petit matin. 7 h du matin, etc. Je descends, je vais au buffet de la gare, je prends mon petit café, déjeuner, etc. Et j'attends. 8 h, 9 h, 10 h, midi, je mange là-bas. Je ne suis pas sorti. De temps en temps, je faisais un petit tour. Ouais. À l'époque, je fumais. Bon, je fumais de temps en temps une cigarette. Ouais. Je n'étais pas un grand fumeur. Ouais. Bon, voilà, mais j'arrive quand même à 21 h, 21 h 30. Personne, toujours personne. Et je n'ai pas quitté la gare. Ouais. Le buffet de la gare, le buffet première classe. Je reprends le même train de 22 h 05 sur Paris. J'ai dit, il y a contrôle, il y a quelque chose, c'est pas possible. Moi, je ne savais pas ce qui s'est passé à Saint-Étienne, etc. Bon, c'était loin. À l'époque, le téléphone n'existait pas. Hein, il fallait passer par le... Oui, il fallait demander le numéro. Demander le numéro, etc., voilà. etc. C'était toute une combine, le 22 à Asnières. Hein. Ce qu'on appelait le 22 à Asnières, il fallait passer par... voilà, un standard. Oui, c'est ça. Donc j'arrive à Paris, à la même chose, à 7 h du matin. Je descends du train, puis voilà, avec ma valise, je sors, puis il y a le kiosque. Et je vois le journal de l'Équipe. 10 Algériens sont arrivés à Tunis, un tel. Et moi, en médaillon, l'international, le militaire Maouche, introuvable. Oh là. Donc j'étais déjà signalé, parce que militaire, voilà. Donc la DSC, automatiquement, ils prennent l'information. Je vois un responsable de la SNCF, je lui dis, pardon monsieur, est-ce qu'il n'y a pas, avec un accent bien machin, il n'y a pas un train qui part sur la Suisse tout de suite, hein, de la gare de l'Est? Il me dit, non, vous avez un, gare du Nord, la gare de l'Est, vous avez un train qui part, le Pullman, c'est le direct, Paris-Bâle. Il me dit, mais vous avez juste le temps, hein. Bon, je prends un taxi, j'arrive... Je suis arrivé juste, je prends ce train, voilà, c'est le direct. Hein. Il s'arrête à Saint-Louis, à la frontière. Ensuite, il continue sur la Suisse. C'est des nouveaux Pullman, etc. Tout est automatique, etc. Les portes, bon, ça arrive bien sûr, à Saint-Louis, j'abrège un petit peu. Le train s'arrête, les portes se ferment, pop. Alors, douanier et policier, puis ils font la jonction. Voilà comment c'est bon, je suis là décontracté. Ils passent, puis ils arrivent vers moi, rien à déclarer. Je dis non, rien à déclarer, papier s'il vous plaît. Je lui donne mon passeport. Bon, à peine il a ouvert, ça demandait peut-être 10 secondes. Je me suis retrouvé menotté. Donc j'étais déjà signalé. Donc voilà un petit peu comment j'ai été arrêté. On me met 3 jours à la gendarmerie à Saint-Louis. De là, toujours, je sors menotté avec une 203 vers le train. On m'amène vers la prison. J'arrive à Paris, à Versailles, prison militaire de Versailles. Là, pendant 15 jours, ils m'ont maltraité, mais alors vraiment... vraiment maltraité. Dans un cachot, machin, des sale félagas, sale arabe, sale machin, c'était un capitaine qui revenait d'Algérie, il était blessé, il a échappé à la mort, il me dit à cause de félagas comme toi, des salopards comme toi. Hein? Oui, regarde, il me montrait, il était tout criblé de balles. Bon, de là, après 8 jours, je ne sais pas ce qui s'est passé. Exactement, je ne sais pas vraiment, jusqu'à maintenant, je ne sais pas. Alors, on vient la nuit, on me sort, etc. Il y a quelqu'un qui est venu te libérer. Tu dis, comment libérer? Je suis dans un cachot, c'est l'armée, c'est gardé. Il dit, non. Il me dit, t'as pas un parent, t'as pas des amis? J'ai dit, oui, j'ai des parents, j'ai mon frère. Il dit, mon frère, oui, ton frère, oui. J'ai dit, mon frère, il est à Clamart. Mais où il travaille? Alors là, j'ai dit à l'énergie atomique. Il me file un coup de poing là. Machin, il m'a plié en deux. Il me dit en arabe à l'énergie atomique. Ouais. Il dit on va voir ça. Parce qu'ils sont allés tout de suite voir. Parce que votre frère était le seul Algérien qui travaillait. Oui, c'était le seul. Ouais.
avec Perrin, donc le grand patron d'énergie. C'était un ajusteur hors pair, mon frère. Un ajusteur Makache, au millième de millimètre, il était avec la pièce. Et heureusement, ce jour-là, il était à l'intérieur de la pile. Donc il faut attendre le matin, 8 heures, le temps qu'il se désinfecte les machins, etc. Et le capitaine a attendu jusqu'à la fin, et il m'a dit, quand il est revenu, il m'a dit, t'as de la chance. Il m'a dit qu'il travaillait là, parce qu'il aurait pu le soupçonner, quoi. Voilà un petit peu. Et puis de là, je suis transféré tout de suite, 2 jours après, je suis transféré à Dreux, au premier RIC. Toujours dans une cellule, cachot, etc. Bon, bref. Pendant 1 mois à peu près, bon, vraiment, là j'ai pas été maltraité, mais bon, pas de douche, pas de ceci, manger à peine. Et il y a ce général Lotte qui était président d'honneur du Stade de Reims, qui a été par des amis, etc., qui l'ont connu, et ils l'ont vu pour intervenir, et il était venu intervenir auprès du général de la Place à Paris, etc., et donc il est venu me voir avec ce monsieur René Boll, qui était un secrétaire TANA, et c'est ceux qui m'aimaient beaucoup d'ailleurs, et il y avait beaucoup d'estime pour nous, les Algériens. C'était un vrai Français, hein, c'était pas... C'était secrétaire général de la SSE. Donc, il a vu le général de la Place à Paris, etc. Il a été autorisé à me voir à Dreux, au premier RIC. Et c'est comme ça que le général Lotte, qui était de Lunel-Viel, un gars extraordinaire. Et il me dit, bon voilà, il me sort du cachot, etc. Il me dit, d'abord tu vas aller te doucher, tu vois, j'étais vraiment en ma cache. Je me suis habillé, ils m'ont donné de nouveaux habits, etc. Et il me dit textuellement, bon, écoute, tu n'es pas libre, mais tu restes à la caserne, on verra ça après. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais Alors, ce général, la particularité, il était anticolonialiste. Il a démissionné d'ici. Oui. Il a démissionné. Il a quitté l'Algérie. Il a quitté l'Algérie. Il était contre les Bijas et contre les Massus, c'est-à-dire leur façon de voir les choses. Il m'avait dit la pacification, c'est pas ça. Pacification, c'est autre chose. Non, ça c'est le général Lotte. Hein. Il m'a dit la pacification, c'est pas ça. C'est autre chose. Il fallait faire. Bon, c'était leurs idées. Voilà un petit peu, donc je reste quelques jours. Bon, très bien, je mangeais au mess d'ailleurs des officiers, etc. Bon. Et puis un jour, il y a la même chose, une voiture arrive, 203, on met les menottes. Bon. On me ramène au bataillon de Joinville. Votre bataillon initial. Bataillon de Joinville, là où j'ai commencé avec l'équipe de France militaire, qu'on est avec Mkhloufé, etc. Les Zimzak, les Théo, les Wisniewski, la grande équipe, grande équipe, d'ailleurs championne du monde, quoi. Et on me ramène, donc le commandant Lacroix, quand j'arrive, il était heureux comme tout, il m'a enlacé, etc. Alors Mohamed, ça va, etc. Bienvenue. Et je retourne donc au bataillon de Joinville. Comment? Pas pour longtemps. Non, pour 2 jours. Voilà. 2 jours exactement. Et puis un matin très tôt, on me réveille à 1h du matin. Il y a un petit empaquetage. Je fais mon pactage, etc. Je ferme. Sac au dos, menottes, 203, la gare. J'arrive, je monte dans le train, bien sûr, 2 gendarmes, c'est des cabines spéciales. Ouais. Ils ferment, machin, ils ferment la clé, c'est eux qui ont la clé, c'est eux qui ont tout. Et un des gendarmes, il m'a dit, écoute, je t'enlève les menottes, mais fais pas l'imbécile. Hein. Moi, je lui ai dit, je vais pas me jeter quand même. C'est fermé, c'est... Bon, faut enlever, puis voilà, on part. C'est long. Je voyais rien, parce que c'est fermé. Le matin, on arrive à 7h du matin à peu près. Bon, j'ouvre le machin, menottes, on sort, je vois Saint-Gervais. Donc Saint-Gervais que j'ai connu en 1951. Parce qu'on était en colonie de vacances avec la SSE. On est allé visiter la mer de glace, le Mont Blanc et les Alpes, etc. Quoi. Avec la SSE, c'était extraordinaire. Non, une Jeep qui nous attend, une Jeep, 2 gendarmes, un de chaque côté, toujours menotté. Et voilà, on monte. J'arrive à Chamonix. Chamonix, on rentre.
Enfin, puis bon, une caserne, petite caserne, le Comte des Pecles, on appelle ça, le Comte des Pecles. C'est le HM, l'école de haute montagne. Bon, on rentre. Les deux gendarmes, il y a le commandant Deschamps, je me souviens toujours, colonel Deschamps. Je rentre dans son bureau, je le salue parce que j'avais mon béret, etc. Je salue. Il me dit asseyez-vous. Je m'assois, je prends place. Les deux gendarmes remplissent un truc et puis mission accomplie, demi-tour, ils partent. On continue à discuter avec le. Il me dit voilà, il me dit bon ici personne ne te connaît, absolument comme ça. Si personne ne te connaît, il me donne une carte. Avec un nom, machin, un nom, prénom. Il me dit à partir d'aujourd'hui, voilà votre identité. Jean Hernandez. Il me dit, il faut. C'est comme ça, mais tout le monde, personne n'a su, jusqu'à maintenant, hein. S'il n'avait pas dit à Vuarnet, personne ne savait que j'étais algérien. Personne, parce que de par l'accent, de par la façon de me comporter, etc., etc. Donc voilà, personne ne savait, et jusqu'à maintenant. Et à quel moment vous allez vous évader, monsieur Marouche? Comment? Quand est-ce que vous allez vous évader? Et non, comment? justement, Voilà. le général Lotte, parce que c'est lui, moi je l'ai écouté, il me dit, écoute, là tu es surveillé partout, parce qu'il y a deux sorties, hein. Il y a soit vers la Suisse, soit vers le... Il n'y a pas sentier chemin. Il y a le col des Montées qui va vers la Suisse, et là c'est gardé, il y a des gendarmes, il y a des machins. Donc j'étais signalé. Je ne pouvais pas m'évader. Impossible. Bon, impossible, non, mais enfin, peut-être, je ne sais pas. Mais là, bon, le général Lotte, il m'a dit, fais pas d'imbécile, c'est tout. Il te reste 11 mois à passer, ensuite tu es libre. Voilà ce que... Donc, pendant ce temps-là, donc à l'école de haute montagne, j'ai passé pas mal de temps au Montanvert, donc sur la mer de glace. J'ai été ravitaillé par hélicoptère d'ailleurs. J'ai toutes les photos à la maison, les témoignages, ma cache. Il y avait ce professeur Milcan qui étudiait la mer de glace. D'ailleurs, la mer de glace n'existe plus. À l'époque, elle avançait d'1 mètre par jour. Donc actuellement, il n'y a plus, la mer de glace n'existe pas, absolument pas. Donc là, j'ai ravitaillé par hélicoptère, c'est l'hélicoptère qui nous menait, qui nous a ramenés. Et j'étais là avec ce professeur sous la tente, à moins 40 degrés, à moins 40. Hein. Donc de temps en temps, il me donnait de la dynamite, il me dit tu vas placer ça là-bas. Bon, je m'allais avec le fil, etc. Et c'est lui il étudiait. Et manipulez-le. Voilà. Ah oui, lui, il avait toute une caméra électronique. Il étudiait la mer de glace. Ce professeur Milcan. Ah, c'était un gars comme tous les chercheurs, quoi. D'Arbab Koutpi, comme on dit. Après, un gars extraordinaire, Et c'est comme ça que, bon, doucement, puis après, bon, je suis redescendu à Chamonix. Bon, après l'été, etc., il n'y avait plus rien à faire. J'étais libre. Je sortais, je rentrais, personne, aucun membre. Et là, finalement, j'entraînais l'équipe de France de ski, sur le plan physique. Voilà. Jusqu'à quelle année? Donc, on est 58. 58. Quand est-ce que vous allez quitter maintenant Chamonix? Chamonix, quand est-ce que vous allez quitter cette station? Au Chamonix, quand j'ai été libéré, c'était en 1958, donc un an après mon arrestation, quoi, pratiquement. Et c'est à ce moment-là que vous allez rejoindre directement, vous allez à Tunis? Non. Là, j'ai rejoint le Stade de Reims. D'abord? J'ai rejoint le Stade de Reims. Et bon, j'ai fait quelques matchs avec le Stade de Reims, quelques matchs amicaux, tournois. Une tournée, bien sûr, un peu à droite, à gauche en Europe. Et là, le Ressart devait faire une grande équipe, il voulait monter en division nationale. Donc on nous a prêté 5 joueurs, et pas des moindres. Il y avait Pontverne, international, il y avait Bliard, il y avait Derruisseau et moi-même. Donc on nous a prêté au Ressart pour pouvoir monter cette équipe. Voilà. Et c'est là que j'ai repris contact. Donc je suis allé voir les parents de Abdelrahman. Et c'est comme ça que j'ai connu ma femme. Voilà. Donc
on va s'arrêter aujourd'hui donc à ce niveau-là. Donc la semaine prochaine, nous allons poursuivre cette histoire. Nous allons donc revenir sur comment vous avez renoué contact avec l'équipe du FLN. Avec les membres Tunis, avec les avec- membres, donc, avec on tous peut les dire, membres, donc, de Boumzarek, Maghreb surtout Music. Boumzarek, quoi, Exact. qui- Et puis, qu'est-ce que vous allez faire entre 1958 et 1962 dans le cadre de cette équipe du FLN. Donc, je vous remercie, Monsieur Mohamed C'est moi Marouche. qui vous remercie parce que Donc, l'histoire... la semaine prochaine, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà. Merci Je tiens à beaucoup. remercier l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission et tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Excellente soirée et à bientôt. Merci beaucoup. Voilà.